L'organisation des chantiers agricoles, notamment pour les CUMA, va être profondément affectée par le changement climatique sur plusieurs aspects. Premier point, la façon de produire les espèces et les variétés qu'on a déjà sur le territoire. De plus en plus, l'agriculture de conservation des sols, notamment la protection des sols, se développe à juste titre, puisqu'avec le changement climatique, notamment dans le nord de la France, on aura des problématiques d'excès d'eau en hiver et de déficit d'eau en été. Et cette agriculture de conservation des sols, en remontant le taux de matière organique, permet d'atténuer les deux extrêmes sur le changement climatique. Donc des sols plus verts, des sols plus couverts, également, peut-être moins de labour, ce qui va impacter forcément le machinisme nécessaire pour pratiquer ces nouvelles façons de produire. Donc ça, c'était pour la façon de produire. Deuxième point, la saisonnalité de production, notamment pour le maraîchage ou alors pour l'arboriculture ou la vigne. On observe déjà moins 15 jours, donc 15 jours d'avance pour la vigne sur les dates de vendange. Donc c'est pas forcément les mêmes périodes sur lesquelles on va sortir les machines et c'est pas les mêmes périodes où on aura besoin de la main d'œuvre. Ces décalages continueront avec le changement climatique, vont profondément affecter les périodes de production, notamment le maraîchage où il y aura un déficit dans le sud de la France en été et plus de production au cours de l'hiver. Troisième point, donc sur les machines, ça va affecter aussi tout simplement les machines et la façon d'être connecté, le numérique. Ça, c'est pas forcément que le changement climatique. On a de plus en plus de stations météorologiques connectées, de systèmes d'irrigation connectés, de tracteurs reliés aux satellites. Donc ça, c'est vraiment des améliorations du travail au machinisme. Et le dernier point, c'est le plus essentiel, c'est l'aire de répartition des cultures. On va avoir des cultures qui vont remonter, plus exotiques par le sud, tandis que les cultures du sud vont elles-mêmes remonter au nord. Donc des filières qui seront différentes sur le territoire, et qui dit nouvelle culture, dit forcément nouvelle machine à la fois de récolte, de stockage, de transformation, de réfrigération, mais aussi la consommation qui doit évoluer en parallèle. Concernant la fauche, il est compliqué de savoir combien de jours on aura pour récolter le fourrage, notamment par rapport aux précipitations. Il est encore compliqué de savoir au niveau de l'indice hydrique des sols, comment il va évoluer et comment les précipitations vont évoluer forcément au cas par cas au printemps. Par contre, ce qui est certain maintenant, qui est déjà d'ailleurs observé, c'est une augmentation de la production de matière verte au printemps avec un très fort déficit estival. Donc on va concentrer en fait les travaux agricoles sur les pâtures au printemps. Certaines régions qui n'avaient d'ailleurs qu'une fauche en auront peut-être deux. Et le plus important, c'est que ces fauches-là vont être décalées dans le temps puisque la prairie va se réveiller plus tôt. Pour donner quelques chiffres, on pourrait gagner 3 semaines d'avance sur la première fauche d'ici 2050 à 2060. Donc un décalage des périodes de production et un décalage forcément des périodes de travaux. On observe une tendance justement à des machines beaucoup plus performantes, des machines beaucoup plus grosses, des machines beaucoup plus puissantes. Je pense qu'il ne faut pas forcément aller plus loin dans le cadre de l'augmentation de la taille et du poids des machines parce que ce n'est pas forcément en accord avec la protection des sols, notamment le tassement. Donc il va faire attention avec le changement climatique d'avoir quand même des machines qui soient plus respectueuses de notre sol puisque le sol est quand même une source de stockage d'eau, une source de biodiversité, c'est l'une des principales solutions pour faire face au changement climatique. Cependant, on peut avoir des effets intéressants sur le machinisme. Je ne suis pas en train de dire de retourner à l'âge de pierre, mais il peut y avoir des effets intéressants sur des machines qui peuvent être parfois plus petites, comme par exemple la robotique, qui pourrait être très intéressante, notamment dans le cadre du maraîchage ou notamment dans le cadre de l'arboriculture ou de la viticulture, à voir cependant sur les grandes cultures avec l'évolution du machinisme, mais il y a déjà des choses très intéressantes à explorer, plus petites, autonomes et qui laissent l'agriculteur le temps à l'agriculteur de faire autre chose sur ses parcelles. Alors concernant les évolutions des prévisions météorologiques ou de l'observation pour les travaux en cours dans la journée, je vais peut-être vous étonner, mais la plupart des applications agricoles, si ce n'est toutes, se basent sur les mêmes prévisions météorologiques. En général, on utilise le modèle GFS, Global Forecast System, c'est le modèle américain, et qui rediffuse ces données-là dans les différentes applications météorologiques. On peut retrouver le modèle WRF, le modèle Arome, le modèle Aladin, donc les modèles français, le modèle Icon qui est le modèle allemand, le modèle UKMO qui est le modèle anglais, etc., etc. De plus en plus en open data d'ailleurs, ce qui nous permet d'avoir une richesse de modèles dans les applications.
Le problème n'est pas que forcément les modèles météorologiques se trompent. On a accès à ces données brutes, on n'est pas météorologue, donc on ne sait pas comment analyser ces données-là. Ce que font les météorologues en général, c'est qu'ils font de la multimodélisation et du multiscénario. C'est-à-dire qu'ils connaissent les défauts et les qualités de chaque modèle de chaque pays et ils vont dire, le modèle GFS par exemple a tendance à surestimer les températures en hiver, tandis que le modèle UKMO, il me semble, a tendance à surestimer les gelées en hiver. Donc ils vont connaître les défauts et les qualités et faire une moyenne de l'ensemble de ces prévisions météorologiques. Et dernier point, le multiscénario. Avec la simplification et l'accès à ces données-là, dans les applications, on n'a accès qu'à un seul scénario. En réalité, la météo est une prévision probabiliste. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'il va faire beau, on dit qu'il y a 80% des scénarios et des modèles qui vont nous donner du beau temps, donc 80% de beau temps et 20% de nuages et de pluie. Donc en réalité, la prévision n'est pas juste une certitude, c'est toujours une probabilité. Et lorsqu'on tombe sur des journées où sur notre coin on a 40% de beau temps et 60% de pluie, et ben, il y a des probabilités qu'on puisse se tromper. Donc c'est juste qu'on ne sait pas utiliser ces prévisions météorologiques, Météo France restant cependant la référence dans le domaine, ou si vous voulez le faire vous-même, sur le site de Météo Ciel, sur le site d'Infoclimat, il y a de très nombreux modèles météorologiques qui vous permettent de faire des prévisions, mais là il faut y passer beaucoup de temps, c'est pas juste un coup d'œil sur une application. Dernier point, là j'ai parlé des prévisions dans les prochains jours, mais si vous avez des travaux agricoles, comme par exemple une récolte, comme par exemple un labour, comme par exemple un épandage, et bah, ça dépend un peu des conditions météorologiques. Vous ne pouvez pas récolter par exemple sous la pluie. Et donc si des orages sont prévus dans l'après-midi et que vous voulez savoir à quel moment de l'après-midi vous devez arrêter vos travaux, il ne faut pas regarder les prévisions météorologiques, là il faut passer à l'observation, c'est-à-dire les radars météo ou les cartes d'impact de foudre qu'on retrouve aussi sur météociel.com et infoclimat.fr. Ça permet d'avoir un clin d'œil sur où sont situées les précipitations, si elles s'approchent ou s'il y a un système orageux qui approche. Attention sur le risque de foudre, notamment quand on est dans les champs.